Nous avons le témoignage cet après-midi de 2 fondations d'entreprises qui illustrent très bien l'une comme l'autre la philanthropie de la confiance. Et donc nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Frédéric Lemonnier, délégué général de la Fondation GRDF, et Emmanuel Dumas, délégué général de la Fondation Mustela. On va tout de suite démarrer, Frédéric Lemonnier, avec vous. Si vous pouvez juste commencer par nous présenter en quelques mots la Fondation GRDF et ses activités. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la fondation GRDF, c'est une fondation qui est tournée vers les territoires, qui existe depuis 2020, qui vient de fêter ses 5 ans, la fin de son premier cycle, c'était vendredi dernier. Donc, fondation tournée vers les territoires. Concrètement, ça veut dire qu'on soutient en priorité des projets d'intérêt général qui sont portés par des collectifs d'acteurs locaux, des projets qui répondent à des besoins et des fragilités qui sont identifiés localement dans les territoires, des projets qui sont également porteurs de transformation qu'on doit opérer aujourd'hui pour répondre aux grands enjeux qui se posent à nous tous et toutes aujourd'hui, que ce soit des enjeux économiques, sociaux, sociétaux, démocratiques, écologiques. La liste s'allonge petit à petit. Donc voilà. Donc ça veut dire aussi concrètement que à travers cette posture, on a défini des modalités d'intervention qui se résument en quatre mots et demi: défricher, relier, jouer collectif et accompagner. Donc cette posture, défricher, ça veut dire qu'on va privilégier les projets qui sont en phase d'émergence, en phase d'expérimentation, très attachés à ce logique-là. Relier, on va chercher à établir des connexions entre les acteurs, entre les territoires. Jouer collectif, ça veut dire qu'on aime bien agir en collectif. On adore les logiques de coopération parce que ça a été très bien expliqué par Max ce matin. Effectivement, aujourd'hui, plus personne tout seul n'a la réponse et ne fait le poids face à l'immensité des enjeux auxquels nous sommes confrontés. En revanche, collectivement, on a plus de moyens, plus d'impact. On peut jouer les complémentarités de nos expertises et on est moins isolé, on est plus intelligent aussi. Donc c'est plutôt chouette. Enfin, notre dernière modalité d'intervention, c'est accompagner, puisqu'on ne fait pas que du soutien financier. La dimension extra-financière est très importante dans notre action. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, donc je n'en dis pas plus là-dessus. Donc en 5 ans, on a accompagné à peu près 70 projets. Ça représente un engagement financier d'à peu près 4,5 millions d'euros. On a 3 grands mécénats. On soutient aussi des projets et des acteurs en matière de R&D sociétale, parce que faire progresser la connaissance, c'est aussi extrêmement important. Dans les collectifs d'action auxquels on appartient, il y a le mouvement Tilt, que vous connaissez certainement. Enfin, en tout cas, je connais certaines fondations ici présentes qui y sont. Et puis, on a développé une expérimentation aussi d'action collective avec plusieurs fondations pour accélérer la transition agroécologique et alimentaire dans des territoires, en partant de leurs besoins à eux, en se basant sur leur expertise à eux et leur connaissance de leur territoire. On ne fait pas d'appel à projet. C'est la fameuse logique inversée avec Max. Je pense qu'il faut qu'on se parle parce qu'on partage un certain nombre de visions. Et donc l'idée, c'est aussi de faire un peu la preuve de concept d'un modèle de coopération frugale. Là encore, on joue les complémentarités, on met en commun des moyens et on va regarder et capitaliser sur ce qu'on produit ensemble, collectivement, pour les territoires, avec les territoires. Donc on a 3 territoires d'expérimentation. Voilà pour la présentation de la Fondation, un peu longue, je le crains, pardon. Non, c'était très intéressant. Le point sur lequel on voulait insister, c'était justement, on voulait parler de philanthropie de la confiance, comment ça s'inscrit dans l'action de la Fondation et pourquoi vous avez fait ce choix, ce postulat de base, ce choix dès le départ à la genèse de la Fondation. Oui, alors c'est marrant parce que ça fait vraiment écho avec l'intervention ce matin d'André Comte-Sponville, toute proportion gardée et en toute humilité. On s'est vraiment posé la question de la posture de la Fondation, générosité, solidarité, et on ne se reconnaissait pas dans
pas ces valeurs-là, parce que bien évidemment on les partage, on était plus sur l'amour, mais bon, en entreprise on ne parle pas trop d'amour, hein, ça ne se fait pas, donc on n'a pas prononcé ce mot-là. En revanche, on s'est un peu déplacé. Et nous, on a fait le choix et ça a structuré toute notre démarche finalement, et toute notre posture en tant que mécène. On a choisi d'aller plutôt vers la question de la responsabilité de l'entreprise, mais responsabilité en tant que mécène, et les dynamiques de capacitation des personnes, capacitation des structures, capacitation des territoires, qui est la grande question que nous adressons. Et on ne se retrouvait pas dans la dimension de solidarité et de générosité parce que ça nous paraissait un peu en surplomb des acteurs, et notamment des acteurs associatifs. Et nous, on ne veut surtout pas être en surplomb. On veut être à côté. On veut être à côté, on veut faire avec, pas à la place, pas pour, mais avec les acteurs. Et ça nous paraissait important de se positionner comme ça. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et du coup, cette posture à la fois de côte à côte, de faire avec, pas à la place de, mais avec, la posture d'écoute de la Fondation, elle a finalement elle a été déclinée dans toutes nos approches, et notamment l'approche de l'accompagnement. Et dans tous les choix qu'on a fait aussi en matière de modalités d'intervention, dans notre comitologie, dans l'accompagnement que l'on apporte, dans les choix de soutien que l'on fait. Par exemple, on ne flèche pas nos soutiens. On soutient un projet global, on soutient une structure, pas que le projet, la structure. On ne flèche pas nos financements. On fait du financement pluriannuel. Il n'y a pas de conditionnalité dans nos financements, parce qu'on s'est aperçu que potentiellement ça pouvait freiner les projets et les logiques de développement des projets, pouvaient être vraiment handicapants. Donc voilà, on a mis tout un tas de choses en place finalement pour être alignés par rapport à notre postulat de départ. Et une des particularités aussi de la Fondation GRDF, c'est que vous avez choisi, au-delà du soutien financier, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement ad hoc des associations soutenues. Justement, en quoi cela consiste pour vous ? Comment ça se décline dans l'activité ? Alors, toutes les structures que l'on soutient financièrement bénéficient d'un parcours d'accompagnement sur mesure. Donc, ce parcours, il est à deux niveaux. Il y a une dimension qui est portée par l'équipe de la Fondation. Donc, ça prend la forme de rendez-vous, de rencontres, de visites terrain, dont on détermine le rythme avec la structure, en fonction de ses besoins, un rythme qui peut être adapté. Rien n'est gravé dans le marbre chez nous, hein. Ce qui marche, on le garde. Ce qui ne marche pas, on efface, on recommence, ou on capitalise. Mais voilà. Donc, le rythme change. Il y a des structures, au départ, surtout en phase d'émergence, où ils se disent on a besoin d'avoir un peu de ping-pong intellectuel sur notre stratégie, notre projet, le développement. Donc, ce serait bien si on pouvait se voir tous les mois ou tous les 2 mois. Bon, au bout d'un certain temps, finalement, le besoin, il est moins prégnant maintenant. On monte un peu en maturité, donc on se voit tous les trimestres, et puis tous les 6 mois, et puis voilà. Donc, c'est sur mesure. Donc, ça veut dire qu'au cours de ces rencontres, de ces échanges, on va balayer un peu tous les sujets auxquels la structure est confrontée. Comment est-ce que le projet avance ? Quels sont les enjeux quelles sont les problématiques auxquelles la structure est confrontée ? De quoi elle a besoin ? Et on regarde, nous, ce qu'on peut mettre en face. Donc ça, c'est pour le premier niveau d'accompagnement. On peut mettre en face le deuxième niveau d'accompagnement, qui est un accompagnement proximité, à travers les parrains et les marraines de projets qui sont implantés localement. On peut mettre aussi en place des accompagnements quand on ne trouve pas d'accompagnement. Par exemple, on oriente beaucoup vers les DLA, donc les dispositifs locaux d'accompagnement. Mais quand ça ne répond pas ou quand la structure n'est pas éligible et qu'on ne trouve pas de modalités d'accompagnement qui conviennent, nous, on a développé, pas tout seul, avec d'autres, des parcours d'accompagnement. On en a, par exemple, développé un sur les modèles socio-économiques associatifs, puisque je pense que ça n'aura échappé à personne, le monde associatif traverse une crise de financement, qui a des conséquences dramatiques. Et on avait déjà perçu une évolution à la baisse des financements, voire des arrêts de financement il y a déjà 2 ou 3 ans. Et on voyait bien qu'il y avait besoin que les structures montent un peu en capacité de réflexion stratégique sur leur propre modèle
et soit gagnent en autonomie sur ces questions-là pour penser leur modèle, le développer et consolider leur structure. Parce que c'est ça tout l'enjeu, c'est que les structures puissent être suffisamment solides pour vraiment jouer le mieux possible leur rôle au service de l'intérêt général. Donc on a développé ce parcours avec l'ADASI, que vous connaissez peut-être, une structure associative qui est spécialiste des stratégies du monde associatif et des modèles socio-économiques associatifs. On l'a développé aussi avec le Rameau, donc un laboratoire de recherche sur l'innovation partenariale, et qui a mené des travaux justement sur les modèles socio-économiques associatifs. Et on n'a pas réinventé l'eau tienne, on est allé puiser dans tout ce qui avait déjà été testé et essayé, et on a bâti un parcours à la fois collectif et individuel pour travailler sur les modèles socio-économiques associatifs. On l'a expérimenté, ça a bien marché, et là, ça y est, on relance une deuxième promo le 7 juillet, avec 9 nouvelles structures. On va l'ouvrir, hein, mais là, il se trouvait que... oula, j'espère que je n'ai pas cassé le micro. Non, bon. Oui, vous m'entendez toujours? Parce que là, il y a un truc qui a tourné. Bon, pardon. Et donc, oui, c'est un programme qui, bien évidemment, est mis à la disposition de qui le souhaite, hein, parce que nous, le but, c'est que ça puisse être versé, devenir un commun, finalement, qui pourra être opéré par d'autres structures que l'ADASI, d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Et qui a un modèle économique, tout est bien, tout est bien calé. On a aussi développé un autre parcours qu'on fait opérer par un conseil avec qui on a une coopération, plus là sur la posture des dirigeants associatifs. Je pense que là aussi, vous devez le constater tous les jours, les dirigeants associatifs, et à plus forte raison dans cette période de crise, sont un peu épuisés, un peu isolés, et il y a des moments, ils ont quand même vraiment besoin, même si on écoute, même si on est attentif à leur situation, de temps en temps, ils ont besoin de faire aussi un pas de côté, et de se pencher sur leur posture de dirigeant. Il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, on le voit aussi dans les structures qui débutent et qui, au bout de 1 ou 2 ans, se disent « mais est-ce que je suis toujours la bonne personne pour porter ce projet-là ? Ça devient trop gros pour moi. » Donc voilà. Donc on a mis en place ce programme-là, puis travailler aussi sur les problématiques RH. Une structure qui grandit, c'est aussi des équipes qui grandissent. Donc voilà. Comment on fait face à ça ? Donc ça, c'est un programme totalement sur mesure. Rien que pour la structure et son dirigeant, et avec un timing qui c'est selon sa disponibilité, sa bande passante. Donc voilà, c'est des exemples de ce qu'on a mis en place. Oui, je pense qu'avec à la fois votre témoignage et le témoignage de Max ce matin, on voit l'importance de ce soutien extra-financier qu'on peut mettre en place pour des structures au-delà du soutien justement financier qu'on peut leur offrir. Et donc, justement, beaucoup de fondations, notamment, je pense, présentes aujourd'hui, ont l'envie, le souhait de mettre en place ce type de pratique, mais des fois ne savent pas comment convaincre leur gouvernance. Voilà, quels conseils vous pourriez aussi leur donner pour mettre en place ce type de pratique ? Je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, en fait, et beaucoup d'acculturation des gouvernances à ces questions-là. Et alors nous, ce qu'on a fait, parce que c'est pas évident tous les jours, hein, non plus. Donc voilà, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut démontrer. Et ce qu'on fait, c'est que que ce soit au comité exécutif de la Fondation ou dans le comité des projets, qui sélectionne aussi les projets, on fait intervenir les porteurs de projets. Donc ils viennent pitcher, il y a toujours des séquences questions-réponses et avec les membres du comité. Et ça, je crois que ça permet aussi aux membres de ces comités de prendre conscience, de connaître déjà mieux les projets et de prendre conscience aussi des réalités des acteurs associatifs, de ce à quoi ils sont confrontés. Et puis par ailleurs, on sensibilise aussi beaucoup, par exemple sur la crise actuelle que traverse le monde associatif. Nous, on a fait des présentations, hein, avec des interventions aussi en comité exécutif et en comité des projets, dans notre réseau de relais aussi, pour sensibiliser, expliquer le pourquoi du comment de cette crise et quelles étaient les conséquences potentielles pour les acteurs associatifs. Et on a mis en regard ce qu'on faisait nous déjà, Fondation GRDF,
au regard de ce qu'on pouvait aussi faire peut-être en plus pour assouplir certaines choses, pour aller un petit peu plus loin dans notre projet, rallonger des durées de soutien, parce qu'on a été finalement obligé de le faire. Hein. On a des stratégies de sortie qu'on avait engagées, sur lesquelles on a été obligé de revenir, parce que voilà, les structures qui étaient en grand danger, dont la pérennité était engagée. Et on s'est dit, bon, on peut pas mettre à mal finalement tout le travail qui a été fait par la structure et qui aurait été aussi une perte pour l'intérêt général, pour l'investissement sociétal qui avait été fait. Et du coup, on a pu obtenir à chaque fois de revenir sur les stratégies de sortie et de reprolonger les soutiens. Voilà. Alors après, on intervient aussi en conseil pour justement aller chercher des relais de trésorerie ou des choses comme ça. On travaille aussi, on a expérimenté la consolidation des fonds propres associatifs. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on systématisera davantage. Donc, c'est le seul fléchage qu'on fait sur certaines structures qui en éprouvent le besoin. On flèche une partie de la subvention pour la consolidation des fonds propres associatifs, ce qui permet de consolider le modèle, mais aussi de travailler sur l'autonomie de la structure elle-même. Donc voilà. Merci pour ces partages justement de bonnes pratiques. Peut-être en conclusion, une petite question d'ouverture comme ce matin, en rebond un peu de la table ronde et du fil rouge un peu de la journée. Quel regard vous portez justement sur le rôle et la place de la philanthropie dans le contexte qu'on connaît, dans le contexte actuel ? Je pense que c'est la place de la philanthropie, elle est importante. Pour autant, il faut qu'on reste à notre place, quoi. On peut pas, c'est pas notre rôle en tant que fondation de se substituer à l'acteur public. Donc, il faut que chacun reste à sa place et joue son rôle le mieux possible. Mais je pense qu'on a un vrai rôle à jouer de garde-fou aussi. Et je pense que les logiques de transformation, en tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai, que les logiques de transformation qu'on porte, qu'on contribue à soutenir dans les territoires et qui sont des dynamiques de changement, de démocratie locale aussi, parce que les habitants sont toujours impliqués dans les projets qu'on soutient. Je pense que ces dynamiques, elles sont porteuses d'espoir et que peut-être elles peuvent contribuer à freiner certaines dérives qui ne sont pas des dérives démocratiques. Et donc voilà, moi ça c'est vraiment l'espoir que j'ai. Et puis je crois beaucoup à la force du collectif. Et le collectif tel qu'on est tous aujourd'hui, mais le collectif partout où on interagit dans les territoires et dans nos écosystèmes. Et ça, c'est une force formidable. Donc, il faut en user et en abuser. Eh bien, vous me faites une parfaite transition. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce témoignage. Une parfaite transition avec le dernier entretien, le dernier témoignage pour aujourd'hui, donc avec la Fondation Mustela, parce qu'on va parler justement du choix de rejoindre un collectif d'action, donc dans le cadre de la Fondation Mustela, le collectif Nouvelle Génération, qui est aussi qui fait partie de la question de la philanthropie, de la confiance, de travailler de manière collective. Emmanuel, est-ce que vous pouvez justement nous présenter un peu l'action d'abord de la Fondation Mustela et après on va parler collectif. Oui, bonjour à toutes et tous, enfin, ceux ou celles que je n'ai pas encore vues. La Fondation Mustela, elle a été créée en 1982, donc vous voyez, il y a plus de 40 ans. Et elle a été dès l'origine abritée par la Fondation de France. À la Fondation Mustela, on s'engage pour les nouvelles générations et notre mission, c'est vraiment d'aider au développement de l'enfant dans ses dimensions psycho, socio, affectifs et de nourrir le lien parent-enfant, tout ce qui se passe autour de la famille et aussi la santé mentale de l'enfant. Tout ça, ça se décline autour de 3 grands axes d'action. Le premier, c'est le soutien à la recherche, qui est la première activité de cette fondation. On a soutenu depuis l'origine plus de 250 projets de chercheurs, de jeunes chercheurs qui n'arrivaient pas justement à trouver des financements dans le domaine de la psychologie, de la pédopsychiatrie, de la sociologie, tout ce qui touche autour du sujet de la périnatalité. Ça, c'est vraiment notre axe, on va dire, majeur.
On a un deuxième axe d'action autour de l'information et de la prévention, parce qu'il faut faire connaître tout ça auprès de nos publics qui sont les professionnels de l'enfance. On a notamment créé un podcast qui s'appelle « Accouche et après » autour des grands enjeux de l'enfance. Et on a là justement publié un dernier épisode autour de l'importance de l'enfant et la nature dans son éveil. Et enfin, troisième axe d'action, c'est l'action de terrain, où on vient en aide à des associations porteuses de projets auprès des plus vulnérables, des familles les plus vulnérables, que ce soit sur la dimension psychique, mais aussi des familles en situation de précarité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité rejoindre le collectif Petite Enfance qui nous a été proposé par la Fondation de France. Et oui, donc, on le disait, vous avez rejoint ce collectif. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas de cette démarche collective? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Parce que vous êtes à la Fondation de France depuis de nombreuses années. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Tout d'abord, c'est les enjeux autour de l'enfance. C'est important de dire, par exemple, qu'un bébé à 9 mois a déjà une représentation de la normalité, c'est-à-dire que s'il évolue dans un environnement violent, il considère déjà à 9 mois que cet environnement, c'est la normalité. S'il évolue dans un environnement où il est délaissé, là, déjà, à 9 mois, il considère que c'est une normalité. Donc, vous voyez donc, toute l'importance d'agir au plus tôt. Et cette conviction, on l'a tout de suite partagée, et, sans se rencontrer, avec la Fondation de France, bien sûr, mais aussi avec la Fondation LBPAM, qui est présente et qui est très engagée aussi pour l'enfance. Et ensemble, on a vraiment collectivement eu envie d'œuvrer pour réduire les inégalités dès le plus jeune âge. Et comme ça a déjà été dit, on se dit que plus on agit tôt et plus on agit en collectif, plus nos actions auront de la portée, mais aussi de la lisibilité. Et enfin, l'autre paramètre, moi, qui m'a fait vraiment bouger et j'ai eu envie de rejoindre le collectif, c'est les difficultés qu'on peut avoir par rapport aux projets Action de terrain et aux appels à projets. L'année dernière, on a reçu près de 300 dossiers pour notre prix Action de terrain, sachant qu'on donne un prix par an. Ça devenait vraiment de plus en plus compliqué, même nous, à la Fondation, de gérer cela. Ce n'est pas satisfaisant pour nous, et surtout, ce n'est pas satisfaisant pour les associations. Et dans le contexte actuel, on l'a déjà évoqué, de difficultés de ces associations, ce n'était vraiment pas opérant. Voilà. Et justement, on sait que certaines fondations hésitent, comme je disais, à sauter le pas, peuvent nous faire part parfois de leur appréhension de perdre leur ADN, à rejoindre un collectif. Comment vous avez franchi cette étape? Comment vous avez fait aussi? On parlait de la gouvernance, c'est important, il y a ces décisions collégiales. Comment vous avez réussi à convaincre votre gouvernance de rentrer dans une démarche plus collective? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se prépare et en fait, c'est tout à fait légitime de se dire je vais rejoindre un collectif, quelle va être ma part de voix? Est-ce que je ne vais pas me retrouver noyé dans ce collectif? Donc, par rapport à la gouvernance que vous évoquiez, moi, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps justement avec les membres de notre comité exécutif, que ce soit en individuel ou en collectif, pour pouvoir expliquer, réexpliquer, essayer de lever les freins pour pouvoir embarquer tout le monde. Et voilà, une fois que ça a été fait, j'étais ravie. Après, on a commencé aussi à travailler avec les fondations, avec la Fondation LBPAM et puis la Fondation de France. Donc, on apprend à se connaître aussi, on apprend aussi à des uns des autres, de nos façons de fonctionner, et on travaille ensemble à la construction d'un modèle qui doit être opérant. Et justement, un modèle où chacun a la même part de voix et chacun aussi peut s'exprimer et surtout avoir un projet qui est collectif. C'est pas la Fondation de France plus deux fondations, c'est vraiment la travailler vraiment tout ensemble pour que ce soit ça fonctionne. Voilà. Et en fait, ça fait que quelques mois, mais déjà, moi, j'ai appris énormément par le regard croisé, par la pratique d'expérience. C'est vraiment d'une très grande richesse. Et moi, ça me guide aussi dans la stratégie de la Fondation. Ça me donne des idées. Et pour le moment, c'est vraiment très,
très très positif et j'encourage vraiment tout le monde à se poser des questions sur des fonctionnements collectifs. Enfin, le collectif, c'est pas la seule solution. Il y a plein de, voilà, vous l'avez évoqué, il y a d'autres fonctionnements collectifs, mais je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire pour le mécénat d'avancer en collectif et même d'avancer peut-être un peu plus vite aussi. On partage ce constat. Justement, vous le disiez, vous avez rejoint récemment le collectif, mais vous m'expliquez que vous aviez déjà pu constater quand même ce que cela pouvait avoir de bénéfique et notamment pour les assos bénéficiaires, les associations bénéficiaires, parce qu'en fait, on fait tout ça au service évidemment des associations. Est-ce que peut-être vous avez quelques exemples ? Alors, comme on a démarré cette année, on n'a pas fini un premier cycle en fait, de soutien. Déjà, on a sourcé l'ensemble des associations et des projets qui nous paraissaient pertinents. On a constitué aussi un comité d'experts, de personnes qualifiées autour de l'enfance, avec des expertises complémentaires qu'on a embarquées aussi dans ce projet. Avec eux, on a fait un jury de présélection au mois de mai et donc on aura le jury de sélection au mois d'octobre. Mais déjà, c'est vrai qu'on voit certains bénéfices par rapport aux associations. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un dossier à la Fondation Mustela, à la Fondation LBPAM, à la Fondation de France, déjà, voilà, ils n'envoient plus qu'un seul dossier. De plus, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on avait une connaissance commune des acteurs de terrain, donc chacun fonctionnait aussi, et c'est normal, dans son couloir de nage. Et ça aussi, ça permet vraiment d'enrichir. Et puis, de manière très pragmatique, il se trouve que du coup, l'assiette globale de dotation, elle est plus grosse. Et donc, moi, en individuel, je ne pouvais pas soutenir des associations de manière pluriannuelle. Et là, du coup, ça permet aussi de donner aux associations des dotations sur 3 ans. Et donc, ça aussi, ça les sécurise d'une certaine manière. Et ça, je trouvais ça aussi très, très important. Et puis pour revenir aussi sur l'enrichissement, c'est vrai que lundi, on avait un point sur notre comité et Federica, qui fait partie de la Fondation LBPAM, elle nous parlait aussi d'une visite terrain d'une association que nous aussi, on a déjà soutenue, la Grande Ourse, et voilà, d'entendre aussi, de faire écho aussi à ce que nous, on avait pu constater. Là encore, ça sécurise, ça donne de la lisibilité à l'ensemble du projet. Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage et conclusion un peu rituelle. Justement, en rebond aussi un peu de ce matin, quel serait votre regard, vous, sur la discussion qu'on a pu avoir sur la table ronde, sur le rôle et la place de la philanthropie actuellement ? Alors si on parle du domaine de l'enfance, les enjeux sont énormes. On a 20% des enfants en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a 1 enfant sur 2 qui ne bénéficie pas des soins psychiques qu'il devrait avoir. Donc les enjeux sont énormes. Donc la philanthropie a un rôle important. Bien sûr, je partage, on doit rester à notre place et c'est important. Et je voulais juste revenir en effet sur les mouvements collectifs. Je crois qu'on va avoir besoin vraiment de mutualiser nos ressources, certains modes d'action. Et pour autant, on ne perdra pas notre ADN, on ne perdra pas notre spécificité. Et c'est important d'accélérer ce mouvement collectif parce que je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Merci, c'était pour ça aussi qu'on voulait vous faire témoigner aussi, puisque c'est important d'avoir la voix des fondations abritées dans ce moment-là. Merci à toutes les deux, un grand merci pour cet exercice. Pour le témoignage.